Au Saint-Charles. Merci, M. le Président. J'aimerais d'abord remercier mes collègues du NPD pour avoir si brillamment exprimé auparavant leur point de vue sur la question de l'immigration et qui ont su exposer les faits du projet de loi C-31. Je partage donc l'avis de mes pairs en affirmant les réserves que j'éprouve envers ce projet de loi qui mérite d'être revu et corrigé. Il ne fait aucun doute que dans un monde aussi globalisé et complexe que celui dans lequel nous vivons actuellement, la sécurité et la protection de nos citoyens doivent demeurer un enjeu important pour le gouvernement canadien. Toutefois, la recette proposée par les conservateurs ne cache pas avec les valeurs canadiennes, en plus de ne pas atteindre l'objectif principal qui est de protéger les frontières tout en demeurant une terre d'accueil attrayante pour les immigrants. J'aimerais donc que mes collègues d'en face apportent quelques explications à cette Chambre qui pourraient justifier les lacunes probantes de ce projet de loi. Tout d'abord, l'une des dispositions proposées dans ce projet de loi concerne trop de pouvoir dans les mains du ministre de l'Immigration en lui permettant de juger lui-même quels seront les pays désignés comme sécuritaires, ce qui aurait pour conséquence de restreindre le nombre de réfugiés provenant de ces pays. Un élu politique à lui seul ne peut remplacer un comité impartial expert en la matière en ce type de procédure, en plus de céder trop de pouvoir au ministre, laisse la porte grande ouverte à la partisanerie reliée directement aux objectifs de politique étrangère de notre pays. Selon le NPD, l'immigration et l'appui aux réfugiés ne peuvent en aucun cas être instrumentalisés de la sorte, simplement pour servir les intérêts économiques du pays. Une seule politique d'immigration doit favoriser le développement économique du Canada, mais ne peut ostraciser les réfugiés qui cherchent asile au Canada sans contrevenir à nos obligations internationales. Comment ce gouvernement peut oser prétendre que seul le ministre détient l'expertise et la vérité en matière de droit d'immigration au Canada? Un autre point très important touche directement le statut de milliers de résidents permanents. En effet, le projet de loi facilite l'annulation de la demande de protection si ces circonstances venaient à changer dans le pays d'origine du réfugié, bien qu'il soit devenu résident permanent du Canada. Concrètement, cela signifie que le nouveau projet de loi conservateur pourrait faire en sorte que des milliers de réfugiés ayant obtenu leur statut de résident permanent se le fassent retirer et se voient expulsés du pays. Or, nous savons que la protection du Canada peut être retirée en vertu de la loi actuelle si, par exemple, la situation dans le pays d'origine d'un réfugié s'est calmée, qu'il peut y être en sécurité ou encore si le réfugié obtient la citoyenneté d'un autre pays sûr. Mais une fois la résidence permanente obtenue, ces ressortissants étant garantis de séjour et pouvaient conserver leur statut à moins de commettre un acte criminel grave ou d'avoir fraudé pour avoir leur certificat. Pourquoi durcir cette législation déjà en place si ce n'est que pour faire part aux immigrants qui tentent de venir refaire leur vie au Canada, mais qui auront cette clause qui leur prendrait au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès? Ce type de disposition s'avérera contre-productive sans l'ombre d'un doute, car de futurs immigrants, pour la plus grande majorité qualifiée et intéressés à participer à la prospérité économique du Canada, prioriseront d'autres pays où leur vie future risque d'être plus clémente et plus stable à long terme. De plus, le fait que ce gouvernement ne soit pas tenu d'appliquer cette loi rigoureusement laisse une place dangereusement grande à des pouvoirs flous, mal définis, sans savoir de quelle façon cette loi sera appliquée. À ce sujet, je cite Le Devoir, dernièrement, qu'en moyenne, 25 000 réfugiés ont obtenu leur statut de résident permanent chaque année depuis 5 ans. L'an dernier, ils étaient 24 700. Le délai moyen est de 18 à 22 mois qui suit une attente de 3 ans avant de pouvoir faire une demande de citoyenneté qui chemine en moyenne 19 mois. Au minimum, 5 à 6 ans s'écoulent avant de devenir citoyen. Si le processus se déroule rapidement, et c'est donc autant de milliers de réfugiés admis chaque année qui sont menacés par la nouvelle loi, sans compter ceux qui n'ont simplement pas encore fait. Outre cette préoccupation majeure, fin de la citation, M. le Président. Outre cette préoccupation majeure, j'aimerais que ce gouvernement explique pourquoi cette nouvelle législation inclut un article qui interdit l'admissibilité aux demandeurs d'asile qui ont été emprisonnés dans leur pays pendant plus de 10 ans et pourquoi cette législation ne permet pas le pouvoir discrétionnaire d'un tribunal dans le cas de réfugiés politiques.
Or, nous savons tous que des milliers de réfugiés fuient justement leur pays d'origine parce qu'ils risquent de purger ou ont purgé des peines de prison sur une base de leur religion, leur ethnie, leur conviction politique ou encore leur orientation sexuelle. Ce genre de législation injuste endosse tout simplement la position discriminatoire que certains pays imposent à leurs citoyens au lieu de les aider à refaire leur vie dans un pays supposément plus équitable et plus démocratique comme notre pays, le Canada. Il ne s'agit donc pas ici de faire entrer des criminels au Canada, mais plutôt de venir en aide à des réfugiés qui ont été injustement inculpés dans leur pays. Enfin, le projet de loi C-31 permet la désignation arbitraire des arrivées irrégulières et leur mise en détention obligatoire, ce qui est totalement anticonstitutionnel. Faut-il rappeler à ce gouvernement que les arrivées de réfugiés par voie irrégulière comme les bateaux sont légitimes et que nous nous devons de respecter les traités internationaux que nous avons signés en matière de droits des réfugiés? Le Canada a reconnu ce droit humanitaire en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, appelée Convention de Genève. Le droit de vie, de liberté et de sécurité d'un individu est aussi accentué par la Charte canadienne des droits et libertés. Il est donc obligatoire au Canada de protéger les réfugiés, c'est-à-dire de ne pas exposer à la persécution. Les individus qui arrivent au Canada par leurs propres moyens peuvent faire une demande d'asile à une frontière canadienne quelconque ou dans un bureau d'immigration à l'intérieur du Canada. En revanche, selon la nouvelle législation proposée, les arrivants irréguliers seraient passibles d'emprisonnement obligatoire maximal d'1 an s'ils sont âgés de 16 ans et plus. Ils ne pourront pas faire de demande de résidence permanente ni parrainer un membre de leur famille pendant 5 ans et n'auront pas accès à la nouvelle section d'appel des réfugiés. Voilà un système à deux vitesses, Monsieur le Président. C'est totalement illégitime, injuste envers les immigrants et totalement à l'encontre des valeurs canadiennes. Dans son communiqué annonçant le nouveau projet de loi, le gouvernement conservateur accuse des faux réfugiés provenant de pays jugés selon eux sécuritaires de ralentir les processus d'immigration au Canada et de pénaliser les bons immigrants. Il avance même, et je cite, « Ces fausses demandes coûtent aux contribuables canadiens jusqu'à 170 millions de dollars par année. » Voilà pourquoi le gouvernement a présenté la loi visant à protéger le système d'immigration au Canada. Fin de citation. Le gouvernement propose donc une économie de 170 millions de dollars pour protéger un système d'immigration qui ne sera jamais à 100 % étanche. En revanche, d'un coût d'emprisonnement qui s'élève à combien, on ne sait pas. Est-ce que le gouvernement peut fournir des estimations sur ce coût de projet de loi? Enfin, rappelons aux Canadiens et à nos collègues de cette Chambre que l'ancien projet C-11, dans la présente législature, portait justement sur une réforme équitable concernant les réfugiés. Rappelons également que ce projet de loi avait fait l'objet de plusieurs compromis et qu'il avait été appuyé par tous les partis. En revanche, sur la table du projet de loi C-31, ce gouvernement fait 3 choses totalement inacceptables. 1. Il empêche de démontrer l'efficacité et la valeur d'un projet de loi adopté antérieurement, puisque C-11 est tué avant même que cette loi entre en vigueur. 2. Il renie avec arrogance tout le travail qui a été fait précédemment sur C-11 en redéposant un projet de loi pratiquement identique qui ignore les amendements adoptés lors de la dernière législature. 3. Il gaspille outrageusement l'argent des contribuables en imposant aux députés de recommencer un travail qui a déjà été fait avec respect et consensus. 14 % des résidents de mon comté sont des immigrants, Monsieur le Président. Parmi eux, on retrouve des milliers de résidents permanents qui travaillent et contribuent au développement social et économique de Charlebourg-Haute-Saint-Charles ainsi que de la grande région de Québec. Des milliers d'entre eux sont également inquiets de leur statut et veulent des réponses. Le NPD croit qu'il faut respecter notre responsabilité envers les réfugiés tout en maintenant un système d'immigration efficace, impartial. Le projet de loi C-31 catalogue les réfugiés dans un statut de criminel, s'avère inefficace et laisse trop de place aux magouilles politiques qui caractérisent si bien le parti d'en face. Le gouvernement doit refaire ses devoirs. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire, l'honorable ministre. Monsieur le Président, malheureusement, il y a eu plusieurs erreurs dans le discours de la députée, y compris la suggestion que la désignation des pays soit sûre, ça sera
arbitraire par le ministre lui-même. Quand les projets de loi parlent d'un pouvoir consacré au ministre, effectivement, c'est un pouvoir du ministère. Le ministre ne agira jamais sur une question de désignation sans le conseil et l'expertise de tous les fonctionnaires du ministère. Et il y a dans le projet de loi les critères clairs, bien racinés dans la loi, les critères pour la désignation du pays sûr. Et il y aura les critères numériques, mathématiques, ça veut dire les pays d'où 75% ou plus des demandes d'asile sont débutées par la CISR. Donc, c'est les décisions de la CISR qui vont déterminer ça. Deuxièmement, elle a répété l'erreur que le projet de loi donne le pouvoir à retirer au ministre, à retirer le statut de résidence permanente des réfugiés. C'est tout à fait faux. La loi actuelle donne le pouvoir à la CISR à terminer le statut des réfugiés ou les résidences permanentes s'ils ont commis les fraudes, par exemple. Il n'y a aucun changement là-dessus. Et elle ne doit pas créer la peur parmi les réfugiés légitimes qui n'ont aucune raison à s'inquiéter de ce projet de loi. L'honorable député de Sherbrooke-Saint-Charles. Malheureusement, Monsieur le Président, je crois que cette peur est déjà créée et ce n'est pas nous qui l'avons poussée. Donc, ce n'est pas le NPD qui l'a poussée. Elle existe réellement, cette peur, Monsieur le Président. Dans le projet de loi, il est vraiment dit que le ministre peut trancher. Et si il peut consulter un comité d'experts, il a la décision finale, donc il peut décider unilatéralement, ce qui est beaucoup trop de pouvoir dans les mains d'une seule personne. Questions et commentaires. L'honorable ministre. Monsieur le Président, la députée vient de dire, et je cite, que le projet de loi donne au ministre le pouvoir de retirer le statut de résident permanent des réfugiés. Je demande à la députée où, dans quelle section du projet de loi? Parce que moi, j'ai écrit le projet de loi. J'ai le projet de loi ici. Il n'y a aucune section qui donne le pouvoir au ministre à retirer le statut de résident permanent. Donc, dans quelle section est-ce qu'elle parle? Parce que ça n'existe pas. Et deuxièmement, elle parle d'un système à deux vitesses. Je rappelle à la députée que c'était le projet de loi C11 dans le Parlement précédent qui a été appuyé par l'MPD, qui a créé un système soit à deux vitesses, ça veut dire un système accéléré pour les demandeurs d'asile provenant des pays désignés sûrs. Donc, pourquoi est-elle contre un système à deux vitesses maintenant, quand son parti était en faveur d'un tel système dans le Parlement précédent? L'honorable député de Sherbrooke-Saint-Charles. Dans mon discours, Monsieur le Président, je dis qu'il y a eu dans le gouvernement précédent pour le C11 des amendements et on a refait le travail dans cette législation aussi. Donc, on aurait pu prendre les amendements qui avaient été approuvés par les trois partis et poursuivre le travail. Pour ce qui est on parle dans le projet d'un pays plus sûr, donc de renvoi du réfugié dans un pays plus sûr. Quel pays est plus sûr que le Canada, Monsieur le Président? Pourquoi ne gardons pas nos immigrants et nos réfugiés et pourquoi on pourrait les renvoyer dans un pays dit plus sûr? Comment on peut définir un pays plus sûr que le Canada, Monsieur le Président? Une question brève, s'il vous plaît, l'honorable ministre. Est-ce que le député est au courant que le commissaire des réfugiés de l'ONU dit clairement que c'est tout à fait légitime et normal, selon le sens de la Convention sur les réfugiés, à permettre les systèmes d'asile à désigner certains pays comme pays sûrs, ça veut dire les pays qui ne produisent pas normalement les réfugiés. Est-ce qu'elle est contre cette politique de l'ONU là-dessus? L'honorable député de Sherbrooke-Saint-Charles.
Je ne remettrai pas en cause les politiques de l'ONU, c'est sûr, Monsieur le Président. Par contre, lorsqu'un réfugié vient au Canada parce que le Canada est un pays sûr, il serait important qu'on garde ce réfugié-là et que même qu'on l'encadre de façon à lui donner tous les services dont il aurait besoin pour qu'il devienne un citoyen, un travailleur et qu'il développe notre marché du travail. Et on en a tellement besoin de main-d'œuvre, Monsieur le Président. Resuming debate, the honourable member.